chaud et ton caf? Il est où? Le thé, le café sont là, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct comme tous les jours, durant 30 minutes avec l'ensemble des étudiants de l'ESSEC, ici depuis notre studio de Lyon-Villeurbanne. Ce matin, on va s'intéresser à un sujet très sérieux. Nous allons faire un gros plan sur la réinsertion des détenus en milieu fermé en se demandant si l'accompagnement est suffisant. Quelques chiffres pour comprendre, pour que vous puissiez avoir la perception exacte de la situation. En 2016, 32,9% des détenus sortant, avec ou sans accompagnement, ont commis une nouvelle infraction dans l'année suivant leur libération. Plus de 45% récidivent dans les 2 années. En 2019, 63% des détenus libérés en sortie sèche, c'est-à-dire sans accompagnement, récidive malheureusement dans les 5 années. Voilà donc pour la situation. Pour parler de tout cela et surtout évoquer les solutions, les pistes d'amélioration, nous aurons plusieurs invités, notamment François Guillouette, qui est professeur des écoles spécialisées et qui travaille en milieu carcéral. Nous recevrons en fin d'émission, nous aurons la chance d'avoir à nos côtés Khaled Miloudi, qui est un ancien détenu très connu, et il est devenu écrivain, poète. C'est grâce à la culture qu'il s'en est sorti. On verra ça dans quelques minutes. Tout de suite, pour débuter, je vous propose d'accueillir notre premier invité. Il s'appelle Olivier Plancade. Il a été psychologue en milieu carcéral. On l'accueille. Bienvenue, Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour, prenez place. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes psychologue depuis 2015. Vous avez travaillé en psychiatrie légale en milieu carcéral pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, vous êtes expert à la Cour d'appel de Lyon. Quel est le lien entre toutes ces professions? Dites-nous tout. Alors, la profession de psychologue en milieu carcéral est plus du côté du soin. Du coup, on va prendre en charge les personnes qui sont incarcérées, faire de l'évaluation, faire du groupe thérapeutique, des prises en charge individuelles. L'activité d'expertise, c'est plutôt sur réquisition judiciaire, où là, on va plutôt, à la demande du juge ou d'un officier ou du juge d'application des peines, expertiser. Donc là, on travaille pour le ministère de la Justice. Et dans ce cas-là, on doit rendre un rapport où on doit répondre à un certain nombre de questions sur la personne qu'on expertise. Vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans le milieu carcéral ? Eh bien, c'était au fil de mes stages. J'ai rencontré des patients qui étaient internés et qui avaient été irresponsabilisés dans des affaires d'homicide. Et donc, c'est ça qui m'a un peu créé une curiosité. Donc après, au fil de mes études, j'ai commencé des travaux de recherche là-dessus. Et puis après, j'ai eu la chance d'être sur mon premier poste, d'être embauché dans un service en détention. Et vous intervenez à la demande des détenus ou de la direction? Comment ça se passe? Alors, en ce qui concerne le travail de psychologue en détention, c'est à la demande du détenu. Par contre, pour les expertises, c'est à la demande du juge. Oui. Comment vous les accompagnez? Quels sont les sujets que vous abordez avec les détenus? En général, ça fait des va-et-vient, on va dire. Ça peut aller de la vie personnelle, de la vie en détention, beaucoup. Ça, c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place dans les entretiens. Et puis, lorsqu'ils sont prêts, lorsqu'ils peuvent évoquer tout ça, on parle des faits qui les ont menés en détention. À votre avis, ça a un impact important pour leur réinsertion, cet échange? Oui. Alors, tout dépendra évidemment du sujet et de comment il va recevoir notre intervention en détention. Mais il est clair que ça a un impact dans la mesure où une partie des facteurs de risque et des facteurs de protection qui sont liés à la récidive, il y a des facteurs internes, dont la gestion émotionnelle, dont l'empathie, dont la motivation au traitement, et tout ça, c'est notre affaire. Quels sont les obstacles psychologiques les plus fréquents par les détenus? En termes de réinsertion? En termes de réinsertion, mais aussi lorsque vous les rencontrez? Beaucoup, on va dire, des mécanismes de défense. Ça peut être des sujets qui sont beaucoup dans la méfiance, qui sont dans la réticence à parler d'eux, à parler de leur vie. Ils ont une espèce de difficulté à accéder à leur propre monde intérieur et à leur intimité. Et ça, c'est un travail de longue haleine pour élaborer avec eux. Quelques chiffres complémentaires pour bien comprendre la situation. En 2024, il y avait une surpopulation carcérale. On comptabilisait 79 631 personnes pour 62 279 places.
Comment on arrive à faire face à cette surpopulation, surtout quand on représente une profession en sous-effectif? En sous-effectif, oui, d'autant plus que, alors dans mon expérience, c'est vrai que nous étions 2 psychologues pour environ 500, 600 détenus. Mission impossible. Donc c'est mission impossible. Ouais. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, lorsqu'on reçoit des demandes au service, il y a tout un travail d'équipe et on va devoir un peu trier, on va devoir voir lequel est le plus urgent en fait, à rencontrer. Alors on a des indices, ceux qui par exemple ont une maladie mentale avérée et qui arrivent dans la détention vont être reçus un peu plus vite que ceux qui ne déclarent pas de maladie mentale, c'est normal, parce qu'ils vont devoir avoir un traitement, enfin, voilà. Donc on a des critères qui peuvent être variables d'un service à l'autre. En général, les services de santé mettent en place leur propre politique de sélection au niveau des suivis. À votre avis, est-ce que les programmes de réinsertion prennent suffisamment en compte l'aspect psychologique ou la santé mentale des détenus? Oh oui, de plus en plus. En tout cas, dans les programmes de prévention de la récidive, qui sont très inspirés des modèles nord-américains, des modèles canadiens, la composante motivationnelle, la composante cognitive, c'est-à-dire identifier les pensées, identifier quelles sont nos croyances, quelles sont les croyances dysfonctionnelles, tout ça, oui, c'est quand même bien pris en compte de nos jours. Et ce sont les services de probation et d'insertion qui gèrent ces programmes. Donc ce ne sont pas des psychologues, ils sont parfois chapeautés ou supervisés par un psychologue, mais ce sont des agents de probation. Comment vous travaillez avec les autres professions, les éducateurs, les travailleurs sociaux par exemple? Alors, on peut avoir des contacts officieux, des fois quand on se croise comme ça dans les couloirs de la détention, mais sinon c'est vrai que les services sont assez, en tout cas dans mes souvenirs, c'était assez cloisonné. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est du côté du soin, après la personne va faire son parcours au scolaire. On a généralement un peu plus d'échanges avec les agents de probation, notamment en milieu fermé, parce que par exemple, lorsque vient une commission d'application des peines où la personne détenue a fait une demande d'aménagement de sa peine, il est vrai que les agents de probation, alors ils vont avoir une expertise psychologique, mais ils aiment bien connaître aussi un petit peu l'assentiment du thérapeute. Voilà. Dans quelques instants, on va donner la parole à un ancien détenu qui travaille dans une association, l'Oasis. Mais pour résumer cette première partie de conversation, quels sont à votre avis les plus gros défis auxquels votre profession doit faire face? Je crois que vous en avez cité un, c'est la demande qui ne cesse d'augmenter. Il faut savoir aussi qu'en matière de psychothérapie, on a beau avoir aujourd'hui des approches novatrices, ça reste quand même un vrai défi de prédire le comportement humain. C'est quand même une variable extrêmement difficile à prédire parce qu'elle est soumise à tellement de facteurs, que ce soit des facteurs internes, des facteurs externes. Je crois aussi que le défi qui est à venir, c'est faire plus de recherche fondamentale sur ces sujets. Pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, c'est pas évident parce qu'encore une fois, ce sont des objets de recherche, les sciences humaines, qui sont difficiles, qui ne sont pas tangibles. On ne peut pas faire de l'evidence-base comme en médecine avec un médicament, vous voyez. Donc ça, c'est un vrai défi. Allez, comme convenu, on va maintenant se rendre du côté de l'association l'Oasis, qui emploie et accompagne des personnes en réinsertion. Et voici le témoignage d'une formatrice et d'un ancien détenu. On en parle juste après. Regardez. En fait, quand je suis sorti de prison, il fallait que je trouve un boulot assez rapidement. Alors du coup, parce que j'avais 6 mois de bracelet à faire, alors il fallait que je trouve un boulot. Alors, du coup, j'ai donné des CV à droite à gauche. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette entreprise, l'Oasis? On n'est pas trop mal. On aime bien que je vous débarrasse, alors après, voilà. C'est un lieu d'accueil où je pense qu'on accueille vraiment les gens dans la bienveillance pour leur donner une seconde chance, les accompagner et se débrouiller pour qu'ils réussissent dans la vie à repartir. Le partenariat se fait avec le SPIP, donc des personnes qui nous adressent en fait les détenus. Souvent on fait des contrats à peu près de 6 mois qui sont renouvelés jusqu'aux 24 mois. De passer du temps avec eux, plein de choses. Il n'y a rien qui leur fait peur. On ne se plaint plus, il y a beaucoup de respect, on essaie d'avancer avec eux. Et les belles histoires nous font nous lever tous les matins pour venir au boulot. Et il y en a des belles histoires. Celles-là, elles font du bien. Vous trouvez que vous êtes bien accompagné ici? Ouais, bien. Pour vous, tout le monde aura une deuxième chance? Ouais. Mais il faut la tenir aussi. Eh oui, il faut savoir saisir sa chance et sachez que l'État met en place bien sûr des dispositifs pour accompagner les détenus et pour qu'ils puissent avoir le droit de tenter leur seconde chance.
Un des outils, c'est bien sûr l'éducation. Pour en parler avec nous, François Guillouette. Bonjour François. Bonjour Alexandre. Vous êtes professeur de philosophie en milieu carcéral et vous travaillez à la maison d'arrêt de Corbas. Vous êtes professeur spécialisé en milieu carcéral depuis 16 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce milieu, de faire ce travail tout simplement ? Ce qui m'a donné envie, c'était la suite d'une première carrière. J'ai commencé dans l'animation sociale dans les centres sociaux, en région parisienne, en banlieue. Et c'était un public que je connaissais bien, puisqu'il partait souvent en prison. Et aujourd'hui, je suis sur place et j'ai l'impression qu'il y a une vraie continuité. En quoi consiste votre métier au quotidien ? Alors, mon métier, il repose sur 3 piliers. Il y a une convention spécifique qui régule mon activité. 1, accès à la culture. 2, acquérir bien sûr des connaissances et des compétences, voire des diplômes. Et enfin, préparer la sortie. Quelles sont les activités que vous proposez ? Alors, ce sont des cours. Activités culturelles, bien sûr. Ce sont des cours. Mon travail, c'est d'être professeur des écoles, donc je dois placer des cours où je dois préparer les apprentissages qui correspondent à chacun des détenus que je reçois. Et l'idée, ça va être surtout remettre de la pensée, remettre du sens, bien sûr pour l'avenir, et puis oser penser, j'allais dire. Pour se projeter, pour se regarder projeter, évidemment. Vers l'avenir, vous vous appuyez sur des faits d'actualité par exemple ? Tout à fait, alors, on fait le point, on fait un diagnostic, et puis on essaye déjà de regarder sur quoi on peut s'appuyer, quelles sont les compétences déjà là. Et puis à partir de là, préparer le recontact avec l'extérieur. Pour que les choses soient très concrètes, par exemple, aujourd'hui, vous appuyez sur quel sujet du quotidien pour les accompagner ? La politique est un magnifique réservoir de questionnement au jour le jour sur ce qu'est le monde aujourd'hui, l'incertitude qui nous prépare. Est-ce que vous trouvez que les détenus sont réceptifs à vos cours ? Ils sont extrêmement réceptifs, ils ont besoin et on recrée une espèce de mini-société. Alors moi, je pratique énormément l'atelier philo parce que c'est un endroit où on peut re-questionner le monde, re-questionner son rapport au monde et puis son histoire. Est-ce que votre accompagnement change en fonction de la longueur de la peine, par exemple, ou des faits commis ? Alors oui et non, puisqu'on prend les gens là où ils sont. Et ensuite, évidemment, il y a des gens qu'on suit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et d'autres moins de 6 mois. Donc c'est une entrée et sortie permanente. Quelques autres chiffres pour bien comprendre. En 2021, 44% des détenus étaient sans diplôme à leur entrée en détention, et plus de 80% avaient un niveau inférieur au bac. Avec cette différence, comment vous pouvez organiser des cours qui plaisent à tout le monde ? On fait des groupes de bas niveau, on fait des groupes de niveau CAP, et puis après on a la chance de pouvoir mettre en place des activités qui ne nécessitent pas forcément de prérequis. Alors là encore, je pense à la philosophie, puisque quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours, vous avez forcément une idée de ce que ce peut être la vérité, la liberté, l'amour. C'est des questions qu'un enfant de 4 ans peut déjà répondre. Olivier, est-ce qu'il y a un lien entre le niveau scolaire et l'état psychologique ? Oui, toujours. Et puis, on va dire le développement intellectuel ne peut pas se passer, on va dire, du développement affectif et vice-versa. Et les ateliers philo, par exemple, comme on en parlait, c'est extrêmement intéressant par rapport à l'introspection, par rapport à l'empathie. Quel sens on met dans ce monde ? Quel sens on pense avoir, nous ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Il est évident qu'un être humain, plus il se questionne sur lui-même, plus c'est en sa faveur pour la suite. Est-ce que vous, en tant qu'accompagnant, en tant qu'enseignant, vous arrivez à faire abstraction de la peine de ces détenus ou des faits commis ? Alors ça n'intervient en rien, puisque moi ce qui m'intéresse en face, ce sont des individus dotés d'une parole, d'une pensée, et puis j'espère d'un projet après le travail qu'on fait ensemble. Est-ce que vous tissez des liens avec les détenus ? Est-ce que c'est facile de garder un peu de recul, mais en même temps d'être proche ? Comment vous faites pour trouver un juste équilibre ? En fait, l'équilibre n'est pas à trouver dans le sens où j'ai en face de moi des gens adultes et à qui je reconnais la faculté de penser et donc d'être un interlocuteur valide. C'est ce qu'on appelle en philo un autrui.
Olivier? Oui, alors nous, du point de vue du suivi psychologique, il y a forcément des effets relationnels qui se jouent. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le lot de toutes les approches de psychothérapie, qu'on soit en détention ou pas. Maintenant, c'est vrai que la population carcérale, il y a certains mécanismes particuliers dans la relation auxquels nous, on est vigilants, qui peuvent être des mécanismes d'emprise notamment. Oui. Donc, le thérapeute, les infirmiers, les psychiatres, on apprend aussi à se protéger un peu. Ça vous est arrivé d'avoir ces phénomènes? Bien sûr. Oui. Bien sûr, ça peut être des manœuvres de culpabilisation, d'intimidation, de séduction aussi. D'accord. On est là donc pour parler de réinsertion. Est-ce que vous suivez les détenus une fois leur sortie? Ça vous est arrivé? Alors moi, ça m'est interdit. La loi nous interdit de revoir les détenus. C'est une loi qui a été pensée pour nous protéger. Olivier? Alors, quand je suis les personnes en détention, non, je ne les revois pas au dehors. Par contre, en travaillant en consultation de psychiatrie légale, comme je l'ai fait ensuite, l'avantage, c'est qu'on est collègues avec les gens qui travaillent en détention, avec les psychos. Donc, en fait, eux, ils nous contactent et ils nous disent monsieur Untel va sortir, veuillez lui faire bon accueil, et puis du coup, on le reçoit à la consultation. Donc, ça fait une espèce de maillage, une espèce de lien qui fait une continuité. Donc, voilà. C'est assuré comme ça, on va dire, d'une certaine façon. Est-ce que vous travaillez ensemble et si oui, comment? C'est rare qu'on se croise, je crois. D'abord, c'est assez rare. Et puis on est amené à faire des activités extrêmement complémentaires. Oui. Puisqu'on ne travaille pas sur les mêmes territoires, mais c'est tout à fait... on a toujours un sujet. Moi, des élèves, là, des patients. Des patients. Mais il s'agit bien des mêmes individus. Pour terminer cette première partie, on recevra dans quelques instants Khaled Miloudi, qui est l'auteur de ce livre, entre autres, Les couleurs de l'ombre. Il y a un parcours exceptionnel. Avec l'expérience, Olivier, est-ce qu'il y a des erreurs que vous ne voudriez pas recommettre aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que finalement vous êtes lancé un peu trop vite dans l'accompagnement d'un détenu et qu'en retenez-vous? Il est clair que bien sûr, il y a des erreurs qu'on commet, mais c'est des erreurs qui sont tellement formatrices. Là où peut-être celle que je vois venir là en premier, c'est je prends mon temps. Je prends mon temps de le connaître. Je prends mon temps de connaître la personne. Je rue pas tout de suite dans qu'est-ce que vous avez fait. D'accord. Voilà. Je vraiment prends le temps de connaître la personne dans sa globalité, dans toutes ses dimensions, avant de faire un travail plus fin autour de ses traumatismes, parce qu'il y en a. Donc, pas de précipitation. Non. Ok, merci infiniment, merci d'avoir été avec nous. François, vous restez à nos côtés puisqu'on accueille maintenant Khaled Miloudi. Et lui, il a un parcours exceptionnel, mais avant de lui donner la parole, eh bien, on va aller du côté de la place de la Comédie à Lyon parce que nous nous sommes adressés à vous avec nos équipes. Eh bien, nous vous avons demandé votre avis sur la réinsertion. Voici vos réponses et juste après, on reçoit Khaled Miloudi. Je pense à prison, je pense à justice. Ce sont des gens qui ont eu des gros problèmes et qui sortent de prison et on ne sait pas, ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire. Je pense que j'ai peur. J'ai peur pour cette personne. Je pense que la réinsertion, qu'elle soit professionnelle ou sociale, elle peut être compliquée. Alors j'imagine que c'est très compliqué parce que j'imagine que ces personnes sont stigmatisées. Forcément, il y a beaucoup de préjugés qui vont par rapport à ça. Je pense que ça dépend aussi de son implication, de son rôle. Je pense que la prison ne prépare pas les personnes pour la vie en extérieur. Potentiellement oui, ce ne serait pas un frein, au contraire. Tout dépend de la gravité et de ce qu'il a fait avant. Je me baserai plus sur les compétences, donc ouais, je pense. Oui, je pense, mais il faut qu'il ait un accompagnement. C'est clairement très punitif. Et je trouve qu'on ne part pas vraiment d'un principe de réinsertion. De punition. C'est quand même un lieu de punition, je pense. Je ne connais pas la prison, mais je crois que c'est un lieu de punition. Réinsertion, c'est ça le plus important. Je pense que ça passe par beaucoup de formation, d'éducation en groupe, des temps en fait en prison avec des personnes spécialisées. Trouver un moteur dans sa vie qui soit suffisamment épanouissant pour éviter de retomber dans des travers. Il faut lui montrer que la vie
est meilleur sans ce qu'il a fait. Et oui, il faut tenter d'oublier le passé, donner une seconde chance. Pour parler de tout cela, qui mieux que Khaled Meloudi. Bonjour Khaled, vous avez un parcours exceptionnel. Vous êtes un ancien détenu, incarcéré à 2 reprises. La deuxième pendant 30 ans pour un braquage. Vous êtes sorti en 2021 et maintenant vous animez des ateliers d'écriture, de poésie dans des collèges, dans des lycées, dans des prisons. Vous animez aussi des émissions sur Internet, vous passez à la télévision, un parcours que vous allez nous raconter. Mais auparavant, je voudrais vous demander si votre première réinsertion a été différente de la deuxième. Oui, bien sûr, puisque la première, ça a été une sortie sèche. Donc vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez pointé du doigt justement les effets négatifs de la sortie sèche. J'étais condamné à 8 ans d'emprisonnement et j'ai effectué presque 7 ans. Donc je suis sorti sans aucun accompagnement. Et bien sûr, ça n'excuse en rien le fait d'avoir récidivé, puisque le travail, la moitié du travail, c'est celui que doit faire le détenu pour d'abord assumer ses responsabilités, tourner le doigt à son passé, et puis se dire, voilà, la vie, c'est autre chose qu'une course folle après l'argent. Mais c'est vrai que l'accompagnement à la sortie est très très important, on le sait au niveau de la récidive, vous l'avez signalé tout à l'heure en donnant des... Donc si on comprend bien, si vous aviez été accompagné à la sortie après cette première détention, vous auriez eu moins de risques de récidive, et c'est clair. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez été accompagné à la deuxième sortie de prison, et comment ? Oui, j'ai été accompagné, j'avais pas le choix, parce que je suis un détenu longue peine, donc j'ai été condamné à la réclusion criminelle, à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de sûreté. Et il faut montrer patte blanche, donc vous allez au CNE, Centre National d'Évaluation. Pendant 3 mois, vous êtes un peu comme un rat de laboratoire, on vous observe, on vous épie, on vous écoute pour essayer d'interpréter un petit peu tout ce que vous dites et vous écrivez. Et après, j'ai rencontré aussi un expert psychiatre que la juge d'application des peines avait mandaté. Et il a fallu que je cherche un emploi. Donc au bout de 20 ans, c'était pas évident, j'avais aucune qualification. Donc j'ai eu la chance de trouver un employeur qui m'a tendu la main. Et il faut le savoir, c'est important, j'étais obligé de lui dire que j'étais un détenu. C'est-à-dire que la loi m'oblige à lui dire que j'étais un détenu. Donc c'est vrai que ça rend frileux quand même pas mal d'employeurs. Là, je suis tombé sur un homme, un DRH, qui m'a fait confiance. Il m'a fait patienter pendant 2 heures dans une salle d'attente. Et il est venu, il m'a dit, bon, vous avez vraiment envie de bosser. Et à partir de là, je lui ai dit, voilà, je suis un détenu, je suis en prison pour telle et telle raison. Donc ça limite aussi ça pour les longues peines, ça limite aussi. Et il fallait un CDI absolument. Sans CDI, je n'aurais pas pu sortir. Compliqué parce que le CDI est à la mode, mais ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce qu'on vous a préparé suffisamment à l'avance à votre réinsertion ? Comment ça s'est passé ? Non, justement, le problème c'est ça. C'est qu'on vous parle de la sortie quand l'heure de la libération a sonné, quand vous êtes dans la phase descendante de votre peine, c'est-à-dire voilà, quand il vous reste 1 an, 2 ans, 3 ans à faire, on commence à s'inquiéter, à venir vous voir, à vous envoyer au CNE et à vous envoyer des experts psychiatres ou des psychologues. Pour moi, la réinsertion, elle doit commencer le premier jour de la prison et non pas le dernier. Parfois, c'est trop tard. J'ai des longues peines qui ils sont passés à côté parce qu'on leur a parlé de sortie après 15 ans, après 18 ans, après 20 ans de prison. Vous le savez, dans les centrales de haute sécurité qui sont de vrais mouroirs, dans un désert affectif, social et culturel, quand on pousse les hommes vers leur côté le plus sombre, on sait qu'il en reste des traces indélébiles. La prison peut vous couper, peut vous tuer, peut vous couper des autres, mais de vous-même aussi, puisqu'on est livré à nous-mêmes dans un monde de violence. Donc si on ne fait pas ce travail, nous, si on ne va pas chercher, nous, la culture, ou si on ne se découvre pas des centres d'intérêt, si on n'ouvre pas son esprit, on n'essaye pas d'être curieux, effectivement, ce n'est pas en prison qu'on peut se bonifier. À partir de combien d'années, vous avez eu un intérêt pour la culture et vous avez compris que c'était une vraie bouée de sauvetage ? Les premières années, je faisais du sport. J'étais 4 à 6 heures de sport par jour. Et puis un jour, les calendriers qui défilaient 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je me suis rendu compte que mon cerveau était une coquille vide et que j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin de faire travailler mon esprit, de le parcourir et de l'approfondir peut-être. Et puis à un moment, j'ai voulu fuir mes responsabilités en me suicidant. Et puis à partir de là, mes enfants pesaient lourd dans la balance. Et je me suis jeté sur l'encre et les papiers comme on se jette par la fenêtre, en espérant tomber sur un matelas ou rêver de nouveau d'une porte dérobée. Et je peux dire que les mots m'ont sauvé, puisque l'écriture, notamment la littérature, d'abord la lecture, la littérature et l'écriture m'ont permis de me découvrir, de savoir qui j'étais, de savoir d'où je venais. L'écriture m'a appris à aimer, à mieux connaître le monde qui m'entourait, moi-même aussi, les autres, moi-même, m'a permis d'agrandir mon espace intérieur.
et de faire entrer la vie, l'amour dans cette cellule, puisque voilà, j'étais à l'isolement, j'ai fait 6 ans et demi d'isolement, j'ai fait 22 ans d'incarcération, donc il fallait trouver une issue de secours. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est important pour vous de partager votre expérience, ça fait partie de votre parcours de soins, j'allais dire, pour oublier ce passé? Alors peut-être une forme de réparation aussi, mais surtout cette transmission, j'étais habité déjà par cette transmission déjà intramuros, puisque j'animais des ateliers d'écriture avec des co-détenus, au demeurant réfractaires à toute forme d'art. J'ai participé aussi à des aventures théâtrales. On a eu la chance de jouer Caligula 2 fois, de faire des courts-métrages aussi, de faire de la philo, de reprendre un cursus universitaire. Donc voilà, on sait que l'art, notamment l'art, peut sauver, peut fédérer. Est-ce que votre accompagnement a été suffisant avec le recul? Alors moi, j'ai eu un accompagnement un petit peu plus drastique, puisque ma première année, je l'ai fait en semi-liberté, c'est-à-dire je sortais le matin pour aller bosser, je rentrais le soir, pendant 1 an. Donc c'était très violent quand même de venir sonner à la porte tous les soirs. Je rendais des comptes à ma SPIP, à ma conseillère d'insertion et de probation. Mais c'était plus une discussion informelle, de quoi je vis, je faisais avoir mes fiches de paye. Le travail de réinsertion, je l'avais fait entre ces 4 murs dans cette cellule quand j'ai fait mon examen de conscience, quand j'ai compris que l'enfer, c'était pas les autres, mais que c'était moi. François, quel est votre regard sur ce parcours exceptionnel de Khaled? C'est un parcours exceptionnel, qui reste une exception. Pas assez, il faudrait qu'il y en ait d'autres ainsi, mais on en voit, hein, on voit des réussites. C'est pas la majorité, mais on voit de très 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 belles choses. La prison peut être vraiment ce vrai moment de crise, de rupture, où effectivement on a besoin de peut-être d'autres choses. C'est un endroit où on peut être en contact avec d'autres univers. On a vu dans le reportage de Micro-Trottoir les gens dire globalement il faut savoir donner une deuxième chance. À votre avis, est-ce que la société donne facilement cette deuxième chance aujourd'hui? Non, pas facilement. Il y a encore des préjugés sur les prisons, soi-disant 5 étoiles. On l'a vu avec l'affaire du karting il y a quelques années. On l'a vu dernièrement avec les massages, entre guillemets, les pseudo-massages. Mais il n'y a pas eu de massage, c'est juste une présentation d'un groupe d'esthétique qui a présenté quelques... C'est un épiphénomène. Un épiphénomène. Non, on ne donne pas assez la seconde chance. Mais déjà pendant la prison, pendant l'exécution de la peine, il ne faut pas oublier, et ça je le dis souvent à la société civile, le détenu d'aujourd'hui, c'est l'homme libre de demain. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait une fois que la sentence est passée, une fois que la sanction est passée? Est-ce qu'on le laisse livrer à lui-même dans des déserts, comme je vous ai dit, affectifs, sociaux et culturels, ou est-ce qu'on lui donne les moyens? C'est M. Badinter qui disait, c'était un de ses chevals de bataille, on ne peut pas empêcher un homme à devenir meilleur. François, votre regard sur cette deuxième chance, est-ce qu'elle existe réellement? Je crois qu'il faut s'interroger surtout sur ce qu'attend la société, c'est-à-dire nous, sur qu'attend la société de nos prisons. Et moi, souvent, dans les repas de famille, j'entends qu'on attend de la prison qu'elle punisse, avant tout. Et souvent, c'est très très souvent, les gens sont surpris quand je leur dis oui, mais d'accord, mais ils vont sortir. Comment est-ce qu'on veut qu'ils sortent? Et là, oui, je crois qu'il y a pas mal de chemin à faire aussi. Mais je crois que c'est à la société de réfléchir aussi, effectivement. Que vaut-on de nos prisons? On arrive au terme de notre émission. Déjà, on a tellement de choses à dire, on pourra faire plusieurs numéros. Avec un parcours comme le vôtre, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à expliquer, à exprimer, mais on va essayer de répondre à la question de départ. Est-ce que l'accompagnement est suffisant aujourd'hui pour faciliter la réinsertion des détenus? François, pour commencer, ensuite Khaled. Et une petite surprise de votre part. Je crois que c'est une question après de lieux, de personnes, de ressources. Pour ce que j'en observe, moi, il y a des endroits où les professionnels sont très créatifs, très investis, et ça fait beaucoup. Et est-ce suffisant? Je pense qu'il y a encore du chemin, mais on voit de très très belles choses. Khaled, de votre côté, est-ce suffisant? Non, il y a des progrès, mais il y a beaucoup plus de détenus qui sortent sans logement, sans travail. Donc il faudrait aussi amplifier les créations, non pas de prisons, mais de fermes pédagogiques, par exemple. Il y a pas mal de fermes qui s'ouvrent ou de structures qui accueillent ces détenus, qui n'ont plus de famille, qui sont à la rue.
Et on sait très bien qu'un détenu qui sort, qui n'a pas de famille, qui n'a plus de famille, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de toit, il est quelque part, il rentrera dans les stades de la récidive. Bien sûr. Bien sûr. Alors pour terminer cette émission, une petite surprise de la part de Khaled qui nous a proposé de nous lire un poème écrit de sa main. Dans quelles circonstances et qu'allez-vous nous lire? On me posait souvent la question comment la littérature et la poésie sont rentrées avec un peu d'humour par effraction dans ma cellule. Et j'ai écrit ce poème justement pour les autres, pour leur faire toucher un petit peu du doigt comment les mots, les livres peuvent aussi sauver. On vous écoute, c'est à vous, Khaled. La tournée des mots de l'ombre. Dans une coursive au parquet ciré, un vieux chariot grince, croule, roule, et puis s'arrête comme soulagé devant ma porte. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Ni un pont, ni un vulgaire jour férié. Non, mieux que ça. C'est la foire aux livres, c'est le marché aux mots, c'est la tournée des mots de l'ombre. C'est la littérature et la poésie qui déboulent, qui vont et qui viennent de cellule en cellule, avec leurs livres aux pages jaunies, tachées, cornées, froissées, trop souvent arrachées, dont plus personne ne veut, et qu'on a mis au rebut. Des livres pour nous les hommes de l'ombre, des livres pour faire entrer la vie et exiler la haine, des livres pour résister le jour et voyager la nuit, des livres pour récolter des mots et raconter son moi, des livres pour fissurer les murs et faire passer l'amour, des livres pour rencontrer les autres et se trouver soi-même, des livres pour découvrir le monde et lui offrir sa pomme, des livres pour ranimer ses souvenirs, le temps et mieux penser demain, des livres pour s'accrocher, se raccrocher à la nature humaine et avancer, des livres pour aimer. Grande profondeur dans ce poème, merci infiniment. Remarquable. Khaled Meloudi était avec nous en direct avec François Guillouette. Alors vous parlez des livres, évidemment, on rappelle celui-ci, Les couleurs de l'ombre, ancien braqueur ex-tolard et maintenant poète de Khaled Meloudi aux éditions Équateur. Et puis Cheminer vers votre sagesse intérieure, François Guillouette et Sandrine Jourdran. Voilà donc pour ces livres que je vous conseille. Merci infiniment de nous avoir suivis à l'occasion de ce direct. On se retrouvera tout à l'heure à partir de 15h30 pour notre dernier exercice de la saison 2025. Un peu plus léger, mais aux conséquences assez négatives pour la planète, c'est la fast fashion. Tout de suite, l'aventure continue, c'est l'after de ce direct avec Cup & Mug, animé par Andreas, qui va s'intéresser aux impacts de l'incarcération sur les relations sociales. Et comme invité, Khaled Meloudi, que vous allez retrouver. Khaled, vous n'aurez plus qu'à traverser la cour pour rejoindre notre deuxième plateau et on pourra en savoir davantage. Merci à tous les étudiants, les étudiantes de l'ESSEC qui ont produit, réalisé, entièrement conçu ce direct. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc tout à l'heure. Je compte sur vous. Et allez, il est un petit peu tôt, mais je peux déjà vous souhaiter un bon appétit. Merci infiniment. Merci messieurs. Merci.